Comment un enfant, assassiné à seulement 12 ans, a-t-il pu, en si peu de temps, faire trembler le monde? C'est vrai que c'est un paradoxe immense. C'est l'histoire d'Iqbal Masih, un jeune Pakistanais. Et son histoire, elle reste gravée, vraiment. Et aujourd'hui, notre but, en se plongeant dans les documents qu'on a, c'est vraiment de comprendre ce parcours. C'est fulgurant. Ah oui. Comment on passe de l'ombre d'un atelier, enchaîné, à la lumière des scènes internationaux? Comment un enfant esclave devient la voix de millions d'autres? C'est presque inimaginable. C'est vrai. Et pour vraiment saisir la portée de son courage, il faut d'abord visualiser le contexte, je pense. Oui, c'est crucial. On est au Pakistan, dans un système où le travail forcé des enfants, c'est presque la norme. Surtout dans l'industrie du tapis. Ah oui. Oui, ça repose sur un modèle de servitude pour dette. Une famille emprunte une petite somme, et pour rembourser, elle donne son enfant. C'est un piège, quoi. Un piège qui se referme. Exactement. L'histoire d'Iqbal, aussi unique qu'elle soit, elle est d'abord le symptôme d'une tragédie bien plus large. Donc ce n'est pas un fait divers isolé, c'est tout un système. C'est tout un système. Et son histoire personnelle, elle en est l'illustration la plus brutale. Et ça commence d'une manière qui fend le cœur. Dès l'âge de 4 ans. 4 ans. Il est vendu par sa propre famille, vendu pour une dette dérisoire, l'équivalent de quelques dizaines d'euros. C'est fou. À 4 ans, un âge où on apprend à peine à parler, lui, il apprend ce que c'est que d'être une marchandise. D'abord un four à briques, puis l'enfer des ateliers de tapis. Et c'est là que sa vie d'enfant s'arrête en fait. Elle s'arrête net. Les détails de sa captivité sont glaçants. On parle pas juste de travail difficile là, c'est de l'esclavage. C'est exactement ça, de l'esclavage pur et simple. Il est physiquement enchaîné à son métier à tisser. Enchaîné. Oui, pour l'empêcher de fuir. Ses journées, c'est plus de 10 heures, le dos courbé dans la pénombre, à nouer des fils. Il y a ce détail terrible qu'on retrouve dans les textes. Le détail d'une cruauté absolue. On le choisit, lui et les autres, parce que leurs mains sont petites, agiles. Parfaite, oui, pour faire les nœuds fins des tapis de luxe. Sa fragilité physique devient un atout économique. C'est la logique du système poussée à son paroxysme. C'est la déshumanisation totale. Il est réduit à une paire de mains. Et il n'était pas seul. Non, des milliers d'autres vivaient ce même cauchemar en silence. Mais alors, qu'est-ce qui fait que lui, Iqbal, va briser ce silence? C'est la grande question. Il y a un point de bascule. Après 6 ans de cet enfer, à 10 ans, quelque chose en lui s'éveille. Qu'est-ce qui se passe? Il entend parler d'une manifestation. Une manifestation pour la liberté, organisée par une association, le BLLF. Et il y va. Et il trouve le moyen d'y aller. C'est pas juste un coup de tête, c'est un défi inouï. Il se lève et il prend la parole. Il raconte son histoire. À 10 ans? Devant tout le monde. Oui. Il faut imaginer le courage que ça demande. Il dénonce ses maîtres. Il sait qu'il risque des représailles terribles. Pour lui, pour sa famille. Un des textes le dit très bien. Il a choisi le courage. C'était pas une évidence, c'était une décision. On pourrait penser qu'après ça, après s'être échappé, sa première réaction serait été de se cacher, d'essayer d'oublier. Logiquement, oui. Mais il fait tout le contraire. Qu'est-ce qui le pousse à se jeter au cœur de la bataille? C'est là que son histoire devient vraiment extraordinaire. Après sa fuite, il est recueilli par cette association, le BLLF, il est en sécurité, il va à l'école. Il aurait pu s'arrêter là. Exactement. Et personne ne lui en aurait voulu. Mais sa motivation, elle a changé. Ce n'est plus juste une question de survie personnelle. D'accord. Il a compris que sa liberté à lui ne signifierait rien tant que les autres seraient enchaînés. Il transforme sa souffrance en carburant pour un combat beaucoup plus grand. Il refuse de tourner la page. Il refuse. Une note résume ça parfaitement. Il ne cherchait pas seulement du pain pour survivre, il cherchait la justice pour vivre. Waouh. Sa lutte devient universelle. C'est la naissance du militant. Et il n'a que 10 ans. C'est fou, c'est vertigineux. Et à partir de là, tout s'accélère. Ah oui, son histoire a un écho phénoménal. Il commence à voyager. Il se retrouve projeté sur la scène internationale. Imaginez la scène. Ce gamin de 11 ans qui a grandi dans la poussière d'un atelier se retrouve sur des podiums à Stockholm, à Boston. Devant des adultes, des politiciens. Et avec une maturité incroyable, il raconte. Il ne se plaint pas, il témoigne, il accuse. Et son message, il est d'une clarté redoutable. Il ne demande pas la charité,
Il propose une arme. Une arme économique, la plus efficace en fait. C'est l'appel au boycott des tapis fabriqués par des enfants. C'est simple et direct. C'est brillant. Il dit aux consommateurs occidentaux, le tapis dans votre salon a peut-être coûté son enfance à un enfant comme moi. Arrêtez d'acheter et vous assécherez le système. Il vise le portefeuille. Et on imagine ce contraste, sa voix frêle, comme le décrivent les témoignages, ce corps d'enfant malnutri. Mais qui prononce des mots d'une puissance qui ébranle une industrie de plusieurs millions de dollars. Et ça marche? Ça marche. Ce n'est pas qu'un symbole. L'industrie du tapis pakistanaise est secouée, les exportations chutent, la pression est si forte que les autorités sont obligées de réagir. Et concrètement? Concrètement, des centaines d'ateliers sont fermés, des milliers d'enfants sont libérés de leur chaîne. Il a changé des vies, vraiment. Mais mettre en lumière des zones d'ombre aussi rentables, c'est se faire des ennemis très puissants. Forcément, cette mafia du tapis, comme on l'appelait, perdait énormément d'argent. Il était devenu une menace. Et l'histoire s'arrête. De la façon la plus brutale qui soit. Le 16 avril 1995, il est de retour au Pakistan. Il rentre à vélo après la messe de Pâques et il est abattu. Une balle dans le dos. Il avait 12 ans. 12 ans. La version officielle parlera d'une dispute avec un agriculteur, mais bon, personne n'y a jamais vraiment cru. L'enquête a été bâclée. Oui, et le soupçon pèse lourdement sur les propriétaires d'usines. Cette absence de vérité, elle fait partie de son histoire. Elle dit la violence des forces qu'il affrontait. Sa mort aurait pu tout anéantir, mettre un point final. Mais c'est l'inverse qui s'est produit, n'est-ce pas? Complètement. Sa mort a transformé le symbole en mythe. Il est devenu un martyr. Son histoire a explosé à l'échelle mondiale. Oui, elle a inspiré des fondations, mais aussi des œuvres culturelles majeures. Le roman Higman de Francesco d'Adamo, par exemple, a fait découvrir son histoire à toute une génération. Son héritage, c'est la preuve que la puissance d'une conviction, ça n'a ni âge ni taille. C'est exactement ça. Et au cœur de cet héritage, il y a cette phrase, la sienne qui résume tout. Une phrase d'une simplicité désarmante. La seule chose qu'un enfant devrait tenir dans ses mains, c'est un stylo, pas un outil de travail. C'est d'une puissance. C'est une formule extraordinaire. Et c'est bien plus qu'un slogan. C'est une vision du monde. Il oppose deux objets, le stylo et l'outil. Et deux destins, en fait. Précisément. Le stylo, c'est l'éducation, l'émancipation, la capacité d'écrire son propre avenir. L'outil, dans ce contexte, c'est l'aliénation. C'est ce qui enchaîne à un présent sans espoir. C'est l'écriture contre l'effacement. C'est ça. Une note dans les documents le dit très bien. Un stylo écrit l'avenir alors que l'exploitation l'efface. Rendre aux enfants le pouvoir sur leur propre histoire. C'est une histoire qui s'est terminée il y a près de 30 ans et pourtant elle n'a jamais été aussi pertinente. Ce n'est pas juste une page d'histoire à commémorer, hein. Non, c'est un appel qui nous est directement adressé. Et ce qui est fascinant, c'est que son héritage, c'est un véritable mode d'emploi. Pour aujourd'hui. Un mode d'emploi. Allons-y. Quel serait le premier point ? Le premier, et peut-être le plus fondamental, c'est le refus de l'indifférence. Iqbal a brisé le silence. La première étape pour nous, c'est de tendre l'oreille. S'informer, chercher à comprendre les mécanismes d'exploitation aujourd'hui, que ce soit dans le textile, l'électronique. C'est refuser de fermer les yeux. D'accord. Le deuxième point, il est plus actif, j'imagine. Oui, c'est ça. Consommer avec conscience. Ça fait écho à son appel au boycott. Nos choix quotidiens, ils ont un poids. Chaque euro est un vote. Exactement. Il peut renforcer une chaîne d'exploitation ou soutenir une filière éthique. S'interroger sur l'origine de ce qu'on achète, c'est un acte politique. Le troisième engagement ensuite. Élever sa voix pour les autres. Iqbal a parlé pour des millions d'enfants réduits au silence. Continuer son œuvre, c'est prendre le relais. Pas besoin d'être un militant international pour ça. Non, bien sûr. Ça peut vouloir dire parler de ces sujets autour de nous, signer une pétition, soutenir une ONG, utiliser le privilège de notre voix pour ceux qui n'en ont pas. D'accord. Quatrième point. C'est l'idée de protéger l'enfance. Une phrase très juste dans les notes dit « Une enfance volée est une humanité blessée ». C'est bon ? Ça signifie reconnaître que l'enfance est un temps sacré, essentiel, qui doit être sanctuarisé. C'est un droit fondamental. Et le dernier point qui boucle la boucle avec sa citation ? L'éducation. C'est le corollaire de sa phrase sur le stylo. Chaque enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui acquiert les outils pour se défendre, pour rêver. C'est une victoire. C'est une victoire directe contre le travail forcé. C'est l'investissement le plus rentable pour l'humanité. En somme, le message qui se dégage de tout ça, c'est qu'Iqbal Masih, en 12 ans de vie, a prouvé qu'un seul être humain, même le plus fragile, peut incarner une vérité assez forte pour changer le monde.
C'est la leçon éternelle de son passage sur Terre. Et ça nous laisse avec une question finale, une pensée pour la route. L'histoire d'Iqbal parle de chaînes bien réelles, en métal. Mais si on regarde notre monde aujourd'hui, on peut se demander quelles sont les chaînes invisibles qui nous entravent, nous. Les servitudes modernes. Qu'elles soient économiques, technologiques, psychologiques. Celles qu'on accepte sans même les voir. Et quel petit acte de courage, à notre échelle, on pourrait poser pour commencer à les briser.